Bonjour tout le monde, bienvenue sur le Sideline. Aujourd'hui, on a la chance de parler de l'identité et l'expression de genre et l'impact que ça peut avoir dans le sport. On a eu la chance de discuter avec le docteur Nicolas Chady, qui est pédiatre et clinicien-chercheur au CHU Sainte-Justine. Il est surspécialiste en médecine de l'adolescence et en toxicomanie pédiatrique. Il a aussi cofondé la clinique de diversité de genre du CHU Sainte-Justine. Alors, on vous en dit pas plus et bonne écoute! Salut, ici Karianne Driade, étudiante en médecine. Et Dr Marie-Lynne Naud, orthopédiste spécialisée en médecine du sport pédiatrique. Bienvenue pour un nouvel épisode du Sideline, votre référence en médecine du sport. Alors que tu sois au repos ou à l'entraînement, bonne écoute! Alors, bonjour Dr Chady, merci Bonjour. d'être avec nous ce matin sur le Sideline. On commence toujours avec nos invités par leur laisser la parole pour se présenter, nous parler de leur parcours. Donc, le micro est à toi. Ben voilà, je suis Dr Nicolas Chady, je suis pédiatre spécialisé en médecine de l'adolescence à Sainte-Justine. Je suis aussi clinicien et chercheur, donc je passe 50% de mon temps en pratique à voir des patients, puis 50% de mon temps à faire de la recherche. Je suis aussi cofondateur, co-directeur de la clinique de diversité de genre de Sainte-Justine, une clinique pour les jeunes personnes qui ont des questionnements ou qui cherchent du soutien au niveau de leur identité de genre et qui est en activité depuis 2019. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on se parle aujourd'hui là, pour trouver l'intersection entre l'identité de genre puis le sport. C'est parfait, mais c'est un sujet vraiment intéressant, puis je pense que c'est très d'actualité. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on voulait revenir un peu à des trucs de base un peu plus, parce que notre podcast, ça touche les jeunes, la pédiatrie, etc. Fait que on voulait revenir sur la puberté. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous parler de la puberté? C'est quoi? Puis qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ben oui, tout à fait. Ben, la puberté, c'est une étape de la vie. Donc, on traverse tous et toutes à un moment donné. Ça commence habituellement aux alentours de 8-9 ans, un petit peu plus tôt chez les filles que les garçons. Et puis, ça amène une multitude de changements où le corps d'un enfant commence à ressembler plus au corps d'un adulte. Où les traits, les caractères sexuels secondaires qu'on appelle, donc les choses qui définissent un homme versus une femme au niveau du sexe, commencent à se développer. Concrètement, chez les jeunes filles, les premiers changements qu'on voit, c'est le développement de la poitrine, puis éventuellement le développement de la silhouette, les menstruations qui apparaissent plus tard dans la puberté. Puis chez les garçons, bien, c'est des développements un peu plus subtils au début, c'est des changements au niveau des organes génitaux, suivis de la mue de la voix, d'une poussée de croissance, puis de la développement d'une musculature, des poils, de la barbe et tout ça. Donc des changements qui prennent quand même quelques années à se développer, puis qui arrivent vraiment là au tout début, puis durant l'adolescence. Fait qu'en gros, la puberté, c'est à ce moment-là qu'on marque vraiment la différence entre les enfants qui deviennent maintenant plus hommes, plus femmes, puis c'est là qu'on voit un petit peu plus ces distinctions qui sont comme rattachées à leur sexe, attachées à la naissance. Exactement. Donc vraiment, la puberté, c'est un phénomène biologique qui est rattaché au sexe. Et puis, ça définit là, comment on devient une personne adulte, si on veut. Puis c'est quoi les hormones impliquées là-dedans? Parce que c'est sûr, il y a quelque chose qui déclenche tout ça, là. Tout à fait. C'est assez complexe parce qu'en fait, il y a plusieurs hormones qui rentrent en jeu, puis on parle des hormones qui sont au niveau du cerveau qui déclenchent, en fait, des pulses d'hormones sexuelles. Puis les deux hormones sexuelles principales, c'est la testostérone puis l'estrogène, qui vont vraiment amener des changements plus du côté masculin ou féminin. Donc, toutes les personnes ont différents niveaux d'estrogène puis de testostérone dans leur corps. Si on est né fille, on a, au niveau de la puberté, plus d'estrogène dans notre corps qui vont amener des changements plus féminins. Puis si on est né garçon, bien, on va avoir des niveaux de testostérone plus hauts qui vont amener plus de masculinisation. Donc, c'est ça qui change vraiment pendant la puberté. Donc, dans le fond, avant la puberté, c'est quoi la différence entre le corps des filles, garçons? Est-ce qu'il y a une différence? Bien, certainement. Bien, au niveau des organes génitaux, c'est sûr que c'est pas pareil quand on est fille ou garçon. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de similarités. Donc, un garçon, une fille avant la puberté peuvent avoir une taille à peu près similaire, une force à peu près similaire. Si on pense au sport, par exemple, des équipes mixtes en bas âge, bien en fait, on voit rarement des grandes différences là, au niveau de la performance et tout ça. Puis, c'est vraiment plus au niveau de la puberté qu'on voit une différence au niveau de la taille, au niveau de la musculature et tout ça. Donc, quand on regarde un enfant plus jeune, c'est vraiment plus les vêtements, le style, puis en fait, ce qu'ils vont choisir d'exprimer qui va nous indiquer s'ils sont garçons ou filles. Là. OK. Puis, je sais pas si on embarque dans le vif du sujet maintenant, mais moi, je me demandais, est-ce que par rapport à la puberté, ça aurait un effet aussi sur l'identité de genre, puis leur attention sexuelle et tout, ou pas nécessairement? Mais tout à fait. En fait,
l'adolescence, au sens large, c'est vraiment une période de changement où on se découvre. On se découvre au niveau de nos intérêts, nos passions, puis aussi au niveau de notre identité de genre ou notre orientation sexuelle, nos préférences là, par rapport à nos relations de couple. Donc, c'est sûr que quand notre corps commence à changer, ça peut amener plus de réflexion. Des fois, quand on s'identifie d'une certaine façon, le fait qu'on développe des caractéristiques comme la poitrine ou une voix plus grave, ça peut vraiment confirmer certaines choses qu'on suspectait ou qu'on n'arrivait pas à mettre en mots. Puis des fois, ça peut amener une certaine détresse. Une détresse parce qu'on veut pas que notre corps change simplement parce que ça nous fait peur, ou une détresse qui est peut-être liée au fait qu'on a l'impression que notre corps change pas de la façon où on le voit, où nous, on aimerait être plus tard dans la vie. OK. Mais je pense que c'est une bonne transition vers une discussion sur la clinique d'identité de genre de Sainte-Justine. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que je pense que c'est assez nouveau comme organisation. Puis oui, d'où ça part un peu, cette idée-là? En fait, la clinique de diversité de genre, c'est une clinique qui réunit plusieurs différents professionnels. Des médecins, une infirmière, une travailleuse sociale, une psychologue, pour vraiment accompagner des jeunes personnes à partir du début de la puberté jusqu'à la fin de l'adolescence au niveau de leur identité de genre. On est là pour vraiment les aider à explorer qui ils sont comme personnes, les soutenir dans leur bien-être, puis leur donner de l'information sur certaines façons de pouvoir exprimer ou affirmer leur identité de genre de la façon qui serait la plus logique, la plus alignée avec qui ils disent et qui pensent être. Donc, c'est une clinique qui existe depuis 2018-2019 et qui reçoit quand même des centaines de familles à chaque année. On le sait qu'il y a quand même une grande demande pour des services liés à l'identité de genre au Québec. Puis actuellement, on est la plus grande clinique dans un milieu universitaire francophone à offrir ce genre de service-là. Puis là, on parle beaucoup d'identité de genre. C'est quoi en soi l'identité de genre? Puis si on peut rentrer un peu dans les définitions comme l'expression du genre, tout ce qui a trait ça un petit peu. Tout à fait. Mais merci de poser la question parce qu'il y a beaucoup de mots puis de termes. C'est facile de s'y perdre. Ouais. Donc, si on commence, on en a parlé avec le sexe. Le sexe, ça se réfère à la biologie, nos chromosomes, nos caractéristiques. Et ça, c'est des choses qui sont déterminées plutôt là, à la naissance. Ensuite de ça, l'identité de genre, c'est un sentiment qui est vraiment intime, profond, de la façon que nous, on s'identifie par rapport au genre. Puis le genre, c'est un concept qui est plus social, comment on est dans la société, comme femme, comme homme, comme garçon, comme fille, ou personne qui aurait une identité de genre qui ne correspond pas au binaire, donc homme ou femme. L'expression, c'est plutôt ce qu'on choisit de montrer au monde extérieur. Donc, nos rôles en société, nos vêtements, notre style, nos noms, prénoms, pronoms, tout ça, ça vraiment se rattache au genre. Donc, identité, quelque chose de très intime. La personne qui vit son identité, c'est l'experte de son identité. L'expression, c'est ce qu'on présente, ce qu'on montre. Puis tout ça, c'est différent du sexe qui se réfère vraiment plus à nos caractéristiques physiques, biologiques. Puis par rapport mettons, là, on parle plus de transgenre, de cisgenre, de non-binarité. Ça rentrerait dans quelle catégorie? Bien, en fait, quand on parle de transidentité, on est vraiment dans l'identité de genre. C'est-à-dire qu'une personne trans, c'est une personne pour qui le sexe ne correspond pas à leur identité. Donc, on peut être né garçon, s'identifier fille, on serait une personne qui pourrait se dire transgenre. Une personne cisgenre, c'est une personne pour qui le sexe et l'identité sont alignés. Concorde. Donc, je suis né garçon, je m'identifie comme garçon, je serais une personne cisgenre. Oui, puis tu as mentionné aussi une personne non-binaire. Bien, en fait, une personne non-binaire, c'est une personne qui ne s'identifierait pas complètement comme garçon ou fille. Donc, le binaire homme-femme ou garçon-fille, ça ne concorderait pas avec leur identité de genre. Donc, ça pourrait être un peu des deux ou beaucoup d'un, un petit peu de l'autre. Puis, ça pourrait aussi être fluide avec le temps ou dépendant des circonstances. Puis là, on pourrait se dire non-binaire. Puis dans cette pas corrélation, mais la relation entre le sexe et le genre, est-ce qu'il y a d'autres... En fait, il y a énormément de termes qui sont utilisés pour décrire l'identité de genre. Puis vraiment, les termes, ils évoluent rapidement. Il y a des termes qui sont plus tirés de l'anglais. On peut penser à des termes comme agender, gender neutral, demi-boy, demi-girl, qu'on peut traduire aussi, là, des personnes à genre ou des personnes... plutôt fluides ou des personnes qui ont vraiment des identités qui sont pas nécessairement comme on s'y attendrait par rapport au sexe à la naissance. Et le mieux, en fait, si on rencontre une personne qui a des questionnements ou qui a une identité de genre qui n'est pas cisgenre, ben, c'est leur demander comment ils aimeraient qu'on se réfère à eux par rapport à leur genre ou de nous expliquer s'ils utilisent certains termes, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, pour elles. Comme ça, on pourrait vraiment mieux comprendre, en fait, comment cette identité-là, elle est ressentie puis elle est vécue.
Puis de ce que je comprends, on parle toujours d'identité, mais une personne pourrait s'identifier non-binaire, mais pourrait s'exprimer comme étant une femme ou un homme. Ben oui, tout à fait. En fait, on peut vraiment être très créatif dans notre expression de genre, puis ça peut être très lié à notre identité. Puis ça peut ne pas l'être tellement, ou il peut y avoir certains contextes où on s'identifie d'une telle façon, comme un garçon, comme une fille, mais on veut exprimer la féminité ou une autre identité. Puis ça, ben, c'est tout à fait correct, puis tout à fait normal. Puis le problème qu'il y a en ce moment, mettons, dans la société, de ce que je comprends, c'est que des fois, la personne, comment qu'elle exprime son genre, puis comment qu'elle s'identifie, ça concorde pas nécessairement au sexe qui lui est assigné à la naissance, dans le fond. Mais c'est sûr qu'actuellement, les attentes ou les rôles par rapport aux gens dans la société sont quand même établis. Souvent, les enfants vont apprendre en bas âge, à 2, 3, 4, 5 ans, c'est quoi un garçon, c'est quoi une fille. On s'attend à quel genre d'intérêt, quel genre de couleur ou de préférence et tout ça. Et puis, quand on sort de ces attentes-là, si on veut, ça peut des fois choquer, ça peut surprendre. Et puis, dépendant des milieux, dépendant d'où on est, puis à qui on parle, bien, ça peut créer des tensions, puis tout ça. Puis on voit que dans certains endroits du monde, c'est plus encouragé d'exprimer de la créativité au niveau du genre, puis d'autres endroits où c'est moins accepté. Donc, c'est sûr que ça fait souvent les manchettes, en fait, là, la question de l'identité de genre puis de l'expression, hein, surtout chez les enfants, les ados qui apprennent à se connaître. Puis justement, en ce moment, tu sais, au Québec, c'est très on en parle beaucoup, comme on vient de dire. Dans cette population-là, en pédiatrie, en ce moment, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui est très accepté par l'ensemble des jeunes ou c'est encore un peu marginalisé ou c'est... Bien, je dirais que très souvent, c'est sûr que dans ma pratique, je fréquente beaucoup d'enfants de famille, là, puis de tous les âges entre 8, 9 et 16, 17 ans. Ça dépend. Mais très souvent, les enfants acceptent très bien la créativité au niveau du genre. Un enfant peut se dire garçon, puis la semaine d'après, fille, puis par les enfants, par les amis de la classe, bien, c'est tout à fait normal. Souvent, c'est très bien accepté. Des fois, ça peut mener à des commentaires. Des fois, ça peut mener à de l'intimidation, de la discrimination. Faut pas se le cacher. Ça dépend des milieux. Ça dépend aussi là, des valeurs des différentes personnes, puis des choses qui peuvent être complexes toujours à exprimer ou à comprendre. Mais en général, ça va varier au Québec. Il y a des milieux où l'identité de genre est discutée librement, ouvertement. Il y a des endroits où c'est plus tabou. C'est quelque chose de plus délicat à discuter. Puis, une clinique comme la nôtre, c'est vraiment une ressource là, pour permettre d'avoir ces conversations-là, d'essayer d'exprimer les choses, d'explorer, puis de mieux comprendre qu'est-ce que les jeunes personnes vivent. OK. Le fait d'avoir des questionnements là-dessus, ça exclut pas le fait qu'on est jeune puis qu'on veut faire du sport. Donc, il y a sûrement des enjeux associés à ça. Bien, tout à fait. En fait, si on regarde ce que les sondages nous disent, il y a environ entre un enfant sur 100, un enfant sur 200, puis éventuellement devient ado, là, qui a des questionnements assez persistants au niveau de son identité de genre. Donc, si on pense dans une école, il y en aurait probablement dans la plupart ou toutes les écoles du Québec des enfants, des ados qui ont des questionnements ou qui expriment une identité de genre là, qui diffère de leur sexe à la naissance. Donc, pour ces ados-là, comme pour tous les ados, pour ces enfants-là, comme tous les enfants, bien, il y a les cours d'éduc. Il y a le sport qui peut devenir une passion, qui peut devenir un passe-temps. Puis, parfois, les milieux sportifs sont très genrés. On peut penser aux vestiaires, on peut penser aux salles de bain, on peut penser aux uniformes aussi. Donc, parfois, un entraîneur bien intentionné, bienveillant va dire « Hey, les filles » ou l'équipe ou tout ça, puis utiliser des termes qui sont très genrés, masculins ou féminins. Puis une personne qui vit des questionnements qui ne s'identifie pas nécessairement comme une fille ou comme un garçon peut vivre beaucoup d'inconfort par rapport à ça. Ça peut être un facteur limitant pour faire du sport. Puis ça peut amener des grands dilemmes aussi. Est-ce que je suis à l'aise de continuer à faire du sport avec une équipe de filles, une équipe de garçons? Je veux continuer à faire du sport, mais je me sens pas bien dans ce milieu-là. Il peut y avoir aussi, au niveau de la puberté, des développements, des changements du corps qui font en sorte qu'on se sent peut-être plus à l'aise de porter certaines choses, de se mettre en maillot, d'aller à la piscine, ou même d'avoir des courbes par rapport à la poitrine, par exemple. Donc, on voudrait être tenté de vouloir cacher ça ou camoufler ça avec certains vêtements ou accessoires. Puis ça peut amener des défis au niveau du sport. Donc, moi, vraiment, ce que je vois dans ma pratique, c'est beaucoup de jeunes personnes qui veulent faire du sport, qui en ont déjà fait, qui veulent continuer, mais qui rencontrent des défis à savoir comment ils peuvent faire ça en se sentant bien, en sécurité, en se sentant accepté. Puis il y a aussi tout le côté d'en parler, en fait, de ces questionnements-là. Est-ce qu'on est en confiance d'en parler avec les personnes de notre équipe, notre entraîneur, notre prof d'éduc et tout ça? Et puis ça, bien, ça varie vraiment dépendamment du niveau d'ouverture, puis de comment ces conversations-là peuvent avoir lieu dans différents environnements. Vous parlez c'est très commun, un enfant sur 100 enfants dans une école primaire. Fait que, mettons que je pense
à l'âge des enfants dans les écoles primaires, n'ont pas nécessairement débuté leur puberté. Comment qu'on prend ça en considération si un enfant d'une école primaire, lui, s'identifie pas vraiment au genre assigné à la naissance? Est-ce qu'en ce moment-là, on peut penser à utiliser une hormonothérapie pour stopper sa puberté, ce qui fait en sorte que il y aurait directement, mettons qu'on revient à la définition de puberté que vous avez faite un peu plus tôt, là. C'est là qu'on voit les distinctions entre hommes et femmes. Fait que lui, avant la puberté, est-ce que c'est possible de directement comme bifurquer le cycle, le chemin normal qu'il aurait pris pour justement lui mettre le chemin qui s'assigne pour avoir la sexualité qui se définit le plus ou pas nécessairement? Il y a beaucoup de choses dans ta question. Fait que je vais me permettre de prendre quelques pas en arrière. Donc, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, une personne, enfant, en fait, là, donc 2, 3, 4, 5 ans, on commence à comprendre c'est quoi un homme, une femme, un garçon, une fille. Puis c'est à ce moment-là que notre identité de genre commence à se former. C'est tout à fait normal comme enfant d'avoir des intérêts plus féminins, plus masculins, ou de se penser ou de se questionner par rapport à notre identité de genre. Et ça fait partie du processus normal d'exploration. Puis ça ne veut pas nécessairement dire que ça va persister dans le temps. Mais pour certains enfants, j'ai mentionné le chiffre 1 sur 100, 1 sur 200. Les chiffres encore ne sont pas confirmés puis dépendent de certains milieux. Mais on peut penser à des chiffres à peu près comme ça. Puis là, ça se réfère à des jeunes personnes qui ont des questionnements ou vraiment une identité qui est plus fixée puis qui diffère de leur sexe à la naissance. Puis là, dans ce contexte-là, il y a des enfants qui vont choisir, même au primaire, de vivre avec une expression de genre qui diffère de leur sexe. Donc, ils sont des filles, ils avaient un prénom féminin, puis là, ils changent de prénom, puis tout ça, puis ils ont vraiment une identité masculine. Et puis, jusqu'à la puberté, il n'y a pas beaucoup de changements au niveau du corps qui feraient en sorte qu'on pourrait identifier si à la base, ils sont de sexe féminin ou masculin. Donc, au niveau des interventions ou de choses au niveau médical qu'on ferait avant la puberté, il n'y en a pas. On va pas stopper une puberté qui n'a pas commencé. On va laisser vraiment le temps puis l'exploration pour que l'enfant puisse savoir qui suis-je moi, puis c'est quoi mon identité. Puis ça peut encore changer certainement au courant de l'enfance, de l'adolescence, puis même rendu à l'âge adulte. C'est quand la puberté commence, quand vraiment là on a vu que certains changements qui commencent à être visibles ou sentis, qu'on peut choisir de ralentir ou mettre sur pause la puberté pour aider justement les réflexions par rapport à l'identité de genre, puis vraiment permettre aux enfants, parce que des fois la puberté à 8, 9, 10 ans, c'est pas simple de mettre en mots comment on se sent puis d'expliquer. Des fois, on le sait même pas. On sait peut-être qu'on a un malaise ou qu'on n'est pas une fille, mais on sait pas si on est un garçon et tout ça. Donc, ou on est autre chose. Il faut se donner ce temps-là. Puis, parfois, dans certains contextes, on va aller avec des bloqueurs de puberté qui vont avoir un effet complètement réversible sur la puberté. C'est-à-dire, on peut prendre des bloqueurs pendant une période de temps. Si on s'aperçoit finalement que notre identité, elle concorde avec notre sexe, on peut les arrêter et la puberté reprend. Comme pour tout traitement, là, il y a des effets secondaires, des choses qu'il faut vraiment bien discuter avec un médecin. C'est quand même des bonnes discussions. Puis c'est plus tard dans l'adolescence, quand vraiment les changements de la puberté commencent à être visibles pour tout le monde, là, plus aux âges de 12, 13, 14, 15 ans, qu'on peut commencer à avoir des discussions sur des choses comme des hormones. Prendre des hormones, donc, qui vont changer les niveaux là, entre les hormones plus féminines et masculines dans le corps, c'est vraiment une grande décision, c'est une grande discussion parce qu'il y a des changements qui vont venir avec ça qui seront plus réversibles avec le temps. Donc, il y a certains qui le sont et d'autres qui le sont pas. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien se connaître, de discuter avec nos proches, des personnes qui nous soutiennent, puis des professionnels pour être bien guidés par rapport à ça. Puis c'est plus tard dans l'adolescence, quand on a vraiment la maturité puis la compréhension des choses, qu'on peut se positionner puis décider qu'est-ce qui est bien pour nous comme personne. Juste pour être sûr, les bloqueurs de puberté, c'est pas des hormones. Hein? Effectivement. Donc, les bloqueurs de puberté, tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont abaisser les niveaux d'hormones qu'on a dans notre corps à des niveaux très bas. Donc, ça va faire en sorte que la puberté ne peut pas avancer. OK. Puis ça, on pourrait utiliser ça pendant combien de temps? Très bonne question. On ne peut pas bloquer les hormones sexuelles pour toute la vie. Il y aurait des effets secondaires qui seraient là. Par exemple, ça affecte la santé des os. Et bon, il faut, après 3-4 ans, habituellement, vraiment savoir où est-ce qu'on va par rapport à ça. Est-ce qu'on retourne à des hormones qui étaient concordantes avec notre sexe ou on y va plus avec des hormones du sexe opposé? Puis si, OK, donc après, admettre une période de quelques années où on a précisé un peu plus notre identité, là, on pourrait carrément y aller avec des hormones de l'autre sexe, c'est ça? Oui, c'est une option que certaines personnes vont prendre, sachant qu'il y a vraiment plusieurs façons d'exprimer son identité. Pour certaines personnes, ça va être important d'aller vers des hormones, peut-être plus tard dans la vie, vers des chirurgies, des choses comme ça. Mais il y a aussi tout plein de choses qu'on peut faire au niveau de comment on se présente en société, socialement. On peut faire un changement de notre nom au niveau légal. On peut utiliser certains accessoires, certains vêtements qui vraiment nous donnent une apparence qui
concorde avec comment on se sent. Puis toutes ces options-là, ben, on les explore souvent avec des professionnels ou dans des cliniques comme la clinique de diversité de genre à Sainte-Justine. Puis moi, j'aurais une question pour revenir justement à quand on fait pause à la puberté. Ça, c'est plus pour les parents qui pourraient nous écouter, là. C'est quoi les signes avant-coureurs que notre enfant probablement qui bénéficierait d'un traitement comme ça? Parce que je pense à un enfant de l'orientation sexuelle, que c'est important je pense, de mentionner, puis de, comme justement, l'identité de genre. Je sais pas si vous pouvez mettre un petit mot là-dessus. Ouais. Bien, c'est bon. On peut ouvrir une parenthèse, en fait, parce qu'il faut distinguer l'orientation sexuelle, donc notre attirance pour une autre personne, nos préférences, au niveau sexuel, au niveau relation, au niveau émotionnel, puis l'identité de genre. C'est des concepts qui sont différents. Donc, on peut être une personne cisgenre et transgenre, puis avoir différentes orientations sexuelles. C'est pas nécessairement lié. Mais donc, pour des parents qui voudraient accompagner leur enfant dans leur découverte, là, dans la prise de conscience de leur identité et tout ça, c'est bon de discuter de tous ces thèmes-là de façon ouverte puis sans jugement. Un parent pourrait s'apercevoir finalement que leur enfant a de l'inconfort avec des fois certains rôles qu'on lui attribue. Il n'aime pas ça quand on dit, les filles, les garçons, ou on lui impose, ou on lui suggère certains vêtements ou certains jouets ou certaines choses où qui vraiment se sentent pas bien à se regarder ou à voir comment leur corps change. Mais ça serait des signes qui pourraient nous dire, peut-être que ça serait bien d'en parler premièrement, puis peut-être même d'aller consulter un professionnel de la santé pour dire, est-ce que ces questionnements-là ou cet inconfort-là, il est persistant, puis amène de la détresse. Donc, les bloqueurs de puberté, en fait, on va les considérer quand il y a vraiment une détresse qui est là et qui persiste par rapport au changement du corps. Donc, comme c'est un traitement médical quand même qu'on veut bien explorer avec tous ses pour et ses contre, il faut être certain qu'il y a finalement une détresse, puis que l'avancement de la puberté, c'est quelque chose qui bénéficierait d'être mis sur pause pour une période de temps. OK. Puis quand, au niveau de l'adolescence, on décide justement de s'orienter vers une hormonothérapie pour soit modifier notre parcours, si on veut, quoi les impacts de ça sur le corps, par exemple, si on change d'hormones? Encore une fois, c'est complexe parce qu'il y a beaucoup d'effets. Donc, on peut faire un certain parallèle entre la puberté qui se produit chez toute personne, puis le fait de prendre des hormones du sexe opposé. C'est un peu comme si on fait une puberté de l'autre sexe. C'est-à-dire que quand on est né fille, puis on rentre dans la puberté, on commence à développer une poitrine. On voit que les organes génitaux changent un petit peu. Il y a des poils qui poussent à certains endroits, la silhouette, au niveau des hanches, le dépôt des graisses, puis la musculature, tout ça. Ça change pendant une période de quelques années. Puis éventuellement, il y a des règles qui arrivent. Donc, une personne née garçon qui prendrait des hormones féminines aurait plusieurs de ces changements-là qui se produiraient avec le temps. Donc, on pourrait voir qu'il y aurait donc éventuellement développement d'une poitrine. Il y aurait moins de développement de barbe ou de pilosité sur le corps, de poils sur le corps, parce que chez les femmes versus les hommes, on en voit moins. Il y aurait une redistribution aussi de certains gras, certains muscles. Et c'est de ça qu'on parlait tantôt, il y a des effets qui sont non réversibles. Tout à fait. Donc, dépendamment de notre sexe, il y a certains effets qui sont réversibles ou non. On peut penser, par exemple, aux personnes, les filles qui prendraient des hormones plus masculines. La voix va muer après plusieurs mois de traitement, et la voix ne va pas démuer. Donc, une fois qu'elle a changé, elle est devenue plus grave, elle va rester comme ça, même si on arrêtait pour une raison ou une autre de prendre des hormones plus tard dans la vie. Puis, moi, je me questionne l'utilisation d'hormones comme ça. Puis là, on voit que justement, il y a quand même des gros changements au niveau au niveau physique. Est-ce qu'il y a des impacts comme ça dans le sport puis dans les capacités physiques? Fait que si une personne met sa puberté en pause, mettons une personne qui est née fille puis qui veut transitionner vers gars, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle ait les mêmes capacités qu'une personne née homme? C'est vraiment une très belle question. Puis c'est une question qui est assez complexe, qui va aussi dépendre de notre sport. Donc, on en parlait un petit peu là. Quand on est avant la puberté, c'est quand même assez difficile des fois de distinguer les garçons des filles sur le plan, par exemple, de la performance athlétique. Puis c'est vraiment à la puberté que les garçons, souvent, sont un peu plus grands puis vont développer plus de musculature. On le voit souvent, la silhouette, la carrure au niveau des épaules et tout ça. Donc, si on a un sport qui demande beaucoup de force musculaire, par exemple, on peut penser à un sport comme l'haltérophilie, évidemment, si on se dirige vers une trajectoire qui nous amène à avoir plus d'hormones masculines, on va avoir plus de développement musculaire. Donc, ça peut changer notre performance. Donc, si on bloque le développement de la puberté puis on est né garçon, par exemple, on va développer moins de musculature qu'un autre garçon qui aurait sa puberté, par exemple. Okay? Donc, c'est sûr que ça peut amener certaines
certaines discordances là, au niveau des performances et tout ça. Puis, à l'inverse, si on est né fille, puis on commence à prendre des hormones masculines qui vont peut-être avoir un effet d'augmenter notre capacité musculaire. Ça peut avoir certains effets sur notre capacité aérobique aussi, pour certains sports d'endurance. Donc, il peut y avoir des changements. Ce qui amène, en ce moment, beaucoup de comités, beaucoup d'organisations sportives, plus de sports d'élite, ou même les comités olympiques, à voir, quelles pourraient être des façons de permettre à tout le monde, peu importe leur sexe, peu importe leur identité de genre, de faire du sport de haut niveau, mais en étant équitable aussi. On le sait que quand on parle de choses comme du dopage, par exemple, les stéroïdes, ça fait partie de ça. Puis, les hormones sexuelles sont des stéroïdes. Des stéroïdes qu'on a tous dans notre corps, des stéroïdes qui sont naturels. Là. Mais donc, si on prendrait des hormones masculines en plus grande quantité que ce qu'on s'attendrait à avoir avec notre sexe, ça peut amener des performances qui vont être différentes de d'autres personnes qui ont notre sexe puis qui n'en prendraient pas. Oui, je comprends que c'est vraiment complexe, toute cette question-là associée au sport, la compétition, etc. Puis, ça semble être un sujet qui évolue assez rapidement aussi. Hein? Ouais. Comment vous discutez de ça avec, admettons, un jeune à la clinique d'identité? Est-ce que il y en a qui ont sûrement cette question-là, comment vous abordez ça? Ça peut être faire partie de leurs préoccupations? Mais absolument. Puis je dirais que le plus souvent, les discussions tournent autour de « j'aime faire du sport, je veux en faire dans un milieu où je me sens bien. Ouais. Si je suis dans un milieu récréatif, si je suis dans une équipe de soccer, de football où on n'est pas dans la performance et tout ça, le plus important, c'est d'être dans une équipe où on va pouvoir se sentir accepté par nos pairs, puis on va vouloir se dépasser. Donc, très souvent, il y a des jeunes dans ma clinique qui sont nés filles ou nés garçons, mais vont aller dans une équipe du sexe opposé, puis ils vont se sentir bien, c'est connu de leur entraîneur, c'est connu de leurs collègues et tout ça, puis d'avoir eu ces discussions-là, ça leur fait du bien. Donc, souvent, ça va être de discuter un petit peu comment on peut parler de ça à nos coachs, à nos profs d'éduc et tout ça, puis faire en sorte qu'on puisse faire notre sport de la façon qu'on se sent bien. Quand on arrive à des niveaux plus élevés dans le sport d'élite, des fois, il y a certains sports qui vont avoir certaines règles par rapport à tout ça. Donc, il faut, des fois, dans les sports vraiment de très haut niveau, avoir pris des hormones pendant un certain nombre d'années avant de pouvoir compétitionner dans telle catégorie. Donc, ça, des fois, il faut avoir un petit peu plus de discussion puis vraiment se pencher sur les règles qui sont en vigueur. Et puis, ces règles-là, elles sont en train de changer pour beaucoup de sports. Donc, c'est souvent du cas par cas. C'est sûrement que c'est quelque chose pour les encourager, justement, de dire, les règles qui sont en vigueur maintenant vont sûrement changer dans quelques années. Donc, il ne faut pas se décourager pour ça, par exemple. Tout à fait. Puis, toutes les règles, peu importe quelles qu'elles soient, visent à faire en sorte que tout le monde puisse faire du sport à tous les niveaux. C'est vraiment ça le but, pour que ça puisse aussi être le plus équitable pour tout le monde. On travaille fort, on s'entraîne, on veut pouvoir performer, on veut pouvoir exceller. Donc, peu importe notre identité de genre, on veut que ça puisse être accessible pour tout le monde. Okay. Parce que de ce que je comprends, un traitement hormonal, ça a des impacts sur le corps qui fait en sorte que, disons, juste rectifier si j'ai tort, là, mais je pensais à une athlète de natation, Leah Williams. Puis, c'est une personne qui est née homme, puis ensuite qui a transitionné pour être une femme. Son traitement hormonal peut confirmer, est-ce qu'il y avait justement un impact sur ses capacités à performer en tant qu'homme? Puis là, étant donné qu'il est transition vers la femme, elle se retrouve un petit peu entre deux chaises là, parce qu'elle a des pertes de compétences parce qu'à cause de son traitement hormonal, puis elle a des gains de compétences au sein des filles parce qu'à cause de son traitement hormonal. Fait qu'après ça, c'est de savoir sa place, elle est où. Je sais pas si c'est très compliqué, en fait. C'est un exemple où, oui, on voit qu'après quelques mois, quelques années d'avoir pris des hormones, il y a des changements qui se passent progressivement. Donc, des organisations, par exemple, comme la natation, vont dire, il faut avoir pris tant d'années d'hormones avant de pouvoir compétitionner comme fille, comme homme. Ce qu'il faut savoir, c'est que biologiquement, des fois, les différences par rapport à la structure, la taille, les os, vont pas être affectées par les traitements hormonaux. Donc, c'est-à-dire, si on est né garçon, notre taille prédite, elle est de faire 6 pieds ou 6 pieds 2 et tout ça. Si on était né fille, peut-être notre taille prédite, elle serait un peu plus petite. Une fois que les os sont formés, puis même si plus tard, on décide de prendre des hormones, la taille ne va pas changer. Donc, la taille de nos pieds, nos mains, tout ça. Puis dans certains sports, ça peut compter. Donc, c'est là où ça devient vraiment complexe. Mais on le sait, par exemple, qu'au niveau de la capacité musculaire ou de la capacité aérobique, les changements qu'on peut voir prennent quelques années
après avoir commencé à prendre des hormones, puis éventuellement, on se stabilise. Donc, c'est pour ça que des associations de sport vont parler des fois de certaines durées de traitement, puis vont vraiment vouloir essayer de guider les personnes à savoir quand est-ce ou comment on peut compétitionner comme homme, comme femme dans le sport. Puis est-ce qu'il y a un impact aussi sur le moment où l'hormonothérapie est débutée? Tu sais, tantôt, on parlait, si on le débute, l'hormonothérapie avant vraiment la puberté, que ça aurait probablement un impact là-dessus aussi. Ça, est-ce que c'est même abordé ou c'est trop tôt dans le processus? En fait, oui, il y a certaines différences. Donc, c'est sûr que si on commence à faire une transition plus médicale, puis de prendre des hormones après que la puberté est complétée, il y a certains traits, certains changements qui sont visibles, qui ne vont pas être renversé. Ouais. C'est-à-dire, si on a développé une poitrine, si on a mué la voix, des choses comme ça, on prend ensuite des hormones. Il y a certaines choses qui vont changer, il y a certaines choses qui vont rester. Ce qui fait en sorte que pour certaines personnes, on va aller des fois vers des chirurgies ou des traitements qui vont pouvoir amener certains changements à ce niveau-là. Et donc, oui, puis si on commence très tôt, à l'inverse, les traitements, ça va prévenir que certains changements arrivent. Donc, ça peut amener une apparence donc qui va être des fois un petit peu plus alignée avec les hormones ou l'identité de genre là qu'on ressent. Je pense on a fait vraiment un beau tour de toute la question. On pourra en parler des heures encore, mais je pense, avant de conclure, j'aimerais ça qu'on parle peut-être des ressources autant pour les jeunes que pour les coachs, les parents. Les parents, on en a parlé un petit peu déjà, mais vraiment les coachs dans un milieu sportif qui pourraient se sentir démunis face à ça, un jeune qui vient leur parler. Est-ce que ça existe? Oui, en fait, il y a vraiment beaucoup de belles ressources au Québec pour soutenir les jeunes personnes qui ont des questionnements au niveau de leur identité de genre. Donc, dans chaque région au Québec, il y a des organismes communautaires qui sont là pour soutenir les jeunes, les familles dans leur processus de découverte et tout ça. Puis, dépendamment d'où on vit, il y a des organismes différents. Puis, il y a la coalition LGBT au Québec, là, qui a un site, par exemple, qui liste plus de 80 organismes comme ça. Donc, c'est bon d'aller chercher un petit peu là, sur Internet puis voir. Mais souvent, dans les écoles aussi, il y a de plus en plus de formations, des ateliers pour sensibiliser les jeunes par rapport à l'identité de genre. Il y a très souvent des intervenants aussi, là, des éducatrices ou des éducatrices spécialisées qui vont être capables de parler de tout ça. Donc, comme parents, la première étape, là, c'est de s'informer un petit peu par rapport à l'identité de genre. Puis si on a un enfant qui se questionne, de ne pas hésiter à aller vers des organismes communautaires qui offrent des fois des groupes de parents, des groupes de discussion pour les parents ou qui peuvent permettre de répondre à certaines questions. Puis il y a plusieurs ressources en ligne aussi là, pour les parents qui peuvent être très utiles. Puis pour les jeunes, tu sais, mettons, on parlait tantôt d'un jeune, une fille qui se questionne sur son identité puis qui commence sa puberté. Est-ce qu'il y a des ressources comme des trucs pour gérer, par exemple, la poitrine qui se développe ou des choses comme ça? Oui, tout à fait. En fait, merci de poser la question parce que, en fait, des fois, on est né fille puis on n'est pas à l'aise avec cette partie-là de notre corps, donc la poitrine. Et puis, il y a façon de porter certains vêtements ou accessoires. Des fois, on va parler d'un binder, donc un sous-vêtement compressif qu'on peut porter pendant le jour en dessous de nos vêtements pour aplatir la forme du torse. Mais habituellement, c'est pas recommandé de le porter pendant qu'on fait du sport parce que ça peut comprimer un peu la cage thoracique, ça devient plus difficile de respirer ou on peut pas se baigner avec. Donc, il y a des fois du tape ou du ruban adhésif spécialisé là, pour pouvoir avoir un peu l'effet d'aplatir le torse puis qu'on peut utiliser pendant qu'on fait du sport ou quand on va se baigner, par exemple, puis peut nous permettre de sentir un petit peu mieux dans notre corps par rapport à cette partie-là de notre anatomie. Donc, ce genre de truc-là qui est vraiment intéressant, ça peut être, justement, on a parlé des organismes, c'est le genre de trucs qui peuvent être mis de l'avant. Absolument. On peut aller chercher conseil dans différents organismes par rapport à tous ces accessoires-là. OK. Ouais. Ah, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu as d'autres questions, Karianne, avant le mot de la fin? Non, moi, je parlais un petit peu de la clinique qu'il y a à Sainte-Justine. Là. J'imagine que c'est la seule clinique au Québec que vous avez mentionnée comme spécialisée dans un centre académique. Est-ce que c'est difficile d'avoir accès à votre clinique puis avoir accès aux services que vous offrez? Bien, en fait, il y a d'autres cliniques qui offrent des services pour les jeunes en identité de genre. Nous, on est la seule qui est aussi interdisciplinaire en milieu francophone, mais il y a des cliniques en émergence dans d'autres centres comme à Québec, à Sherbrooke, puis dans le milieu anglophone aussi. Puis, il y a de plus en plus de médecins, d'infirmières praticiennes, de professionnels en santé mentale qui se forment puis qui développent une belle expertise au niveau de l'identité de genre. Donc, on peut aller chercher de l'aide puis du soutien dans nos différents secteurs ou même, comme première étape, d'en parler à notre médecin de famille, notre pédiatre. Peut-être qu'eux ont eu des formations par rapport à ça, seraient capables déjà de guider pour le début des choses. C'est sûr qu'une référence vers une clinique spécialisée comme la nôtre, ça amène des délais d'attente souvent parce qu'on a beaucoup de demandes. Donc, c'est pas rare qu'il faut attendre plusieurs mois, des fois même plus qu'une année, avant d'avoir des services à notre clinique.
pour voir un médecin, par exemple, mais il y a d'autres choses qui peuvent être faites en attendant, en allant chercher de l'aide là, en communauté, au CLSC, à l'école. Il y a beaucoup de professionnels dans les écoles aussi qui sont là pour soutenir les jeunes, par exemple, s'ils veulent faire des changements au niveau de leur nom, leur prénom, leur pronom, puis ils veulent savoir comment ils peuvent être mieux acceptés dans leur milieu ou dans leur sport, dans leur cours d'éduc et tout ça. Donc, pas hésiter d'aller chercher des ressources à l'école aussi. Parfait, merci beaucoup. Fait que, mot de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire aux jeunes ou qui font du sport ou juste aux jeunes en général sur ce sujet-là? Bien, en fait, comme pédiatre, puis comme sportif, depuis mon jeune âge, je pense que c'est tellement important de pouvoir faire du sport, puis de développer cette passion-là si on en a envie, puis peu importe notre identité de genre. Puis des fois, il y a des obstacles qu'on rencontre sur notre parcours si on se questionne par rapport à notre identité. C'est d'aller chercher le soutien, puis de garder en tête que c'est possible de faire du sport comme personne trans, c'est possible d'exceller, puis ça peut amener vraiment des beaux moments, ça peut amener un sentiment de communauté, puis ça peut nous permettre vraiment de mieux nous connaître sur plein de niveaux. Donc, mon mot de la fin, là, c'est d'encourager toutes les personnes, peu importe leur identité, de faire du sport pour qu'ils puissent se sentir bien. C'est tellement important pour notre santé. Un grand merci, Nicolas. C'était vraiment intéressant. Je pense que ça va être utile pour plusieurs jeunes qui veulent s'investir dans le sport. Oui. Bien, merci pour l'opportunité. Vraiment une belle discussion. Merci beaucoup, Dr. Chadi. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode du Sideline. Si vous avez aimé l'épisode, je vous encourage vivement à liker, le partager, juste interagir parce que ça nous aide beaucoup. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez les écrire en commentaire et qui sait, peut-être que ça fera l'objet d'un futur podcast éventuellement.